tous, bonjour à toutes. Effectivement, depuis le début de cette journée, nous avons discuté de l'apport de la 5G pour la productivité. Nous avons compris les clés d'un projet 5G. Nous avons décrit ses usages pour les territoires intelligents. Eh bien, nous allons prendre peut-être un peu de recul dans cette prochaine conférence, puisque la 5G se déploie à un moment où la technologie est toujours questionnée sur son impact environnemental, son impact sanitaire, sa contribution à la souveraineté. Eh bien, ce questionnement, nous allons tenter de effectivement le résumer. Je ne sais pas si 50 minutes suffiront, mais nous allons tenter avec 4 invités à mes côtés pour répondre donc à cette question: comment atteindre les objectifs des réseaux 5G? Et puis peut-être, s'il nous reste un peu de temps, ceux des générations suivantes. Alors, je vous les présente, et puis après je vous donne le sommaire, et après on parle, c'est promis, on va à l'essentiel. À ma droite, bonjour Philippe Herbert, vous êtes président de la mission 5G industrielle. Bonjour. À votre droite, Catherine Gabet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice adjointe du contrôle du spectre au sein de l'Agence nationale des fréquences. Bienvenue. Nous poursuivons ce panel avec Hassen Larèche, bonjour. Et bonjour tout le monde. Vous êtes directeur innovation connectivité pour ISNCF. Et puis enfin, Mathieu Lagrange, vous êtes, bonjour, tout d'abord. Bonjour. Vous êtes directeur connectivité et technologie de sécurité au sein de l'Institut de recherche technologique BICOM. Je vous propose de nous organiser en 3 temps. D'abord, rapidement, comprendre l'importance de la 5G dans vos fonctions et structures respectives. Ensuite, nous demanderons donc si ces fameux objectifs initiaux des réseaux 5G sont au rendez-vous. Et puis enfin, nous terminerons par un peu de futurologie en parlant de la 5G, son futur, et puis des prochains réseaux. Voilà, tout ça devrait nous occuper 50 minutes. Et peut-être nous aurons un peu de temps pour des questions si mon chrono n'approche pas les 50 minutes à la fin de mes questions. Commençons donc d'abord très rapidement par votre lien avec la 5G. Bon, Philippe Herbert, évidemment, on l'a dit, la mission 5G industrielle, lancée en octobre 2021 et qui a rendu son rapport il y a 1 an. C'est bien ça? Oui, alors, mon nom a été mentionné plusieurs fois, donc je vais essayer de raccourcir un peu, parce que je ne fais pas tout dans la 5G. Déjà, la mission 5G industrielle, c'était la première étape pour essayer de rassembler l'écosystème. Je pense qu'on l'a fait au travers de différentes manifestations, du rapport et autres. C'était aussi d'enlever un certain nombre de freins et de dynamiser cet écosystème. Alors, l'état des lieux que l'on avait donné à cette époque-là, c'était en France, il y a, parmi en tout cas les industriels, on va dire une grosse part, au moins les 2 tiers d'attentistes qui disent la 5G, est-ce que c'était pour moi? Il y avait un petit quart d'informés en disant oui, je sais à peu près ce que ça fait, mais bon, voilà. Et puis quelques poignées d'activistes. Alors aujourd'hui, on est plus que quelques poignées, mais on voit bien que nous sommes entre activistes, de gens qui sont déjà convaincus et qui vont passer en production. Donc mais l'enjeu... Il faut convaincre les attentistes. Alors l'enjeu, c'est de passer comme nos amis allemands, qui à la même époque avaient fait un sondage à peu près similaire, et qui était à peu près 1 tiers d'attentistes, 1 tiers d'informés, 1 tiers d'activistes. Donc vous voyez, il y avait quand même 1 tiers d'attentistes chez les Allemands. C'est surprenant, mais c'est quand même le cas. En revanche, le tiers d'activistes allemands, il est en train d'être comme nous, mais eux, ils passent en production. Et donc, quand nous, on parle d'une dizaine de cas, aujourd'hui, eux, ils en sont à plusieurs dizaines. Et je pense que c'est ça qui est important à avoir en tête. Avec le deuxième point, c'est tous les gens qui ont parlé ce matin. Si vous leur demandez combien de temps ça a pris du top départ, on y va, jusqu'au moment où on démarre réellement, et pour des bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons de choix stratégiques, des raisons d'organisation, de process, 12 à 18 mois minimum. Donc les gens qui n'ont pas démarré aujourd'hui, même s'ils démarraient aujourd'hui, ils sont pas rendus au stade où on a vu les gens de ce matin avant mi-2025. Et en mi-2025, si on reparle toujours des industriels, il y aura beaucoup d'industriels dans le monde qui seront déjà en production et qui sont déjà bien loin devant. Le message est passé. Je ne vais pas donner toutes les coulisses de cette conférence, mais on a discuté ensemble pendant le déjeuner, mais vous m'avez dit il faut qu'on parle du coût. Oui, alors parlons-en tout de suite, comme ça on l'aura fait. Et puis, simplement, le point que je viens de mentionner a été mentionné de manière un peu diffuse, mais je voudrais le stresser, quoi. Si vous n'avez pas encore commencé, sachez que c'est plus que le temps de démarrer, parce qu'il vous faudra ce 18 mois, j'espère moins pour vous, mais de cet ordre-là. Donc allez-y. Deuxième point,
le sujet a été mentionné au niveau du prix des licences, Arcep, mais on n'a pas, et au niveau du ROI, mais on n'a pas non plus parlé chiffres, c'est-à-dire combien ça coûte. Alors, il n'y a pas de chiffre unique, mais on va dire que pour justement les gens qui veulent démarrer sur un bout d'usine, sur un site, ben on est plutôt entre quelques dizaines de milliers d'euros, mais enfin pas loin de centaines, à quelques centaines de milliers d'euros. Bien sûr, on vous a parlé de gros sites, mais par exemple ASN, qui est aujourd'hui très avancé, ou Arcelor, bah, ce n'est pas des dizaines de millions, c'est des millions d'euros. Pour des sociétés qui mettent en jeu leur production, je peux vous assurer que le sujet de ROI, bon, il est important, mais il est assez vite rendu. Et ça, je voulais le mentionner. C'est pas le montant de l'investissement ne doit pas et ne peut pas être la mauvaise excuse, et je me permettais d'insister là-dessus. Eh bien, le message est passé. Catherine, l'Agence nationale des fréquences, alors, quel est le lien entre l'Agence nationale des fréquences et la 5G, même si on l'imagine? Et puis, en préparant cette conférence, vous m'avez dit, je suis optimiste, je ne viens pas pour faire peur. Alors, expliquez-nous ce que ça signifie pour vous. Alors, l'ANFR a plusieurs rôles. L'Agence nationale des fréquences est bien connue, je dirais, des opérateurs classiques, et j'espère qu'elle est suffisamment connue ou qu'elle sera encore mieux connue par les nouveaux opérateurs de la 5G industrielle. Je suis un peu là pour ça. L'ANFR et la 5G, il y a trois choses. Il y a déjà les fréquences, mais au niveau de la planification internationale, donc toutes les quelques années, donc là, en 2023, il y a à nouveau une CMR, une conférence mondiale de radiocommunication, pour discuter de nouvelles bandes de fréquences, de mouvements dans les bandes de fréquences, et très souvent pour rajouter des bandes de fréquences pour la téléphonie mobile, l'Internet mobile, donc pour ce qu'on appelle les IMT. Alors, on ne dit pas forcément si c'est industriel, pas industriel ou opérateur, mais en tout cas, il y a des négociations chaque fois pour ces services, il y a des fréquences complémentaires. Donc ça, c'est déjà la planification. Ensuite, il y a le tableau national des fréquences qui est fait par l'ANFR, approuvé par le Premier ministre, que j'ai là. Je vais quand même le montrer parce que... Oui, c'est presque ludique quand on le ça existe déroule. en frise aussi, en grande frise, voilà. Parce que c'est assez difficile à lire là, mais ça montre effectivement toutes les fréquences qu'on gère, parce qu'après, on gère ces fréquences. Alors on les gère, c'est-à-dire que toutes les autorisations d'émettre dans ces fréquences, on va s'en occuper. Au-delà de 5 watts, il faut une autorisation de l'ANFR pour éviter les brouillages. Voilà. Et puis je vais arriver dans le rôle final sur lequel je ne veux pas faire peur, mais je veux expliquer ce rôle qui me paraît important à connaître. C'est le rôle de contrôle du spectre. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh ben, c'est préserver la continuité des activités qui utilisent des fréquences. Donc préserver la continuité des réseaux 5G industriels en prévenant les risques de brouillage, donc déjà en expliquant comment soi-même aussi ne pas être source de brouillage, ne pas brouiller les voisins, comment se protéger au maximum et comment réagir, puisque le risque zéro n'existe pas. Je ne fais pas peur, c'est évident, le risque zéro n'existe pas, les brouillages peuvent venir de n'importe quelle source. Une source radio qui utiliserait vos fréquences de façon indue, par exemple, un répéteur téléphonie mobile chez... Alors on ne dit plus Madame Michu, il paraît qu'il faut dire Monsieur Michu, parce que c'est plus inclusif, qui a une mauvaise couverture indoor et qui a besoin de téléphonie mobile et qui ne sait pas qu'il devait demander l'autorisation des opérateurs mobiles, qui d'ailleurs ne la donnerait pas, donc qui va... et on a plus d'un cas par jour de répéteurs qui brouillent la téléphonie mobile. Ça peut être un équipement électronique qui se met à dériver, ça peut être n'importe quoi, et ça peut être aussi des brouillages du GPS que vous utilisez pour la synchro. Donc cette partie contrôle du spectre est importante à connaître, parce qu'on est là à la fois, on va dire, en gendarme, bien sûr, du spectre, mais également en gardien du spectre, puisque si vous nous signalez, si vous arrivez à détecter, déjà il faut savoir détecter qu'il y a une suspicion de brouillage, et il ne faut pas hésiter, et là surtout il faut nous la signaler, c'est le seul moyen qu'on puisse aller trouver si c'est un ampli télé sur un toit qui dérive, si c'est quelqu'un qui a un répéteur qui ne devrait pas, quelqu'un qui s'est acheté un brouilleur parce que ses enfants la nuit utilisent Internet, peu importe, ou un brouilleur GPS dans une voiture qui est garée près de votre antenne. Donc voilà. C'est pas faire peur, mais au contraire, c'est d'avoir bien intégré cette dimension, comme finalement d'autres risques cyber, mais on pense moins à ces brouillages totalement invisibles. On reparlera sans doute du brouillage dans la prochaine partie sur la cybersécurité. Hassen, peut-être très rapidement un tour du propriétaire, où on est le déploiement de la 5G privée à la SNCF, et puis déjà en termes d'usage, est-ce qu'on sait déjà qu'est-ce que ces réseaux apporteront pour l'entreprise, pour les cheminots, pour le rail, enfin voilà, on imagine plein de choses.
On va essayer de faire un tour du propriétaire rapide. Alors juste pour rappeler, en fait, SNCF c'est une très grande maison avec beaucoup de métiers historiques, hein, notamment télécom, et il y a déjà tout un volet de télécommunications ferroviaires qui permet de faire rouler les trains. Donc ça c'est quelque chose qui est géré par SNCF Réseau. Et il y a aussi tout un volet de communication industrielle, et là dont l'objectif en fait est d'apporter le numérique sur des sites industriels. Et donc là c'est plutôt de ça que nous en fait on va parler aujourd'hui, d'accord. Et effectivement l'objectif aujourd'hui c'est de voir de quelle façon on peut apporter une connectivité sur des sites qui sont quasiment impossibles à couvrir. On a des exemples ce matin, on a parlé de ArcelorMittal, on a parlé du port du Havre. En fait nous on a à peu près la même problématique. On a des sites qui s'appellent des technicentres dans lesquels soit on transforme les trains en MIVI, soit on les entretient quotidiennement. Et ce sont des sites qui peuvent faire jusqu'à 30 hectares et pour lesquels en fait on a un environnement électromagnétique très difficile et très complexe. Et donc on doit proposer des choses pour permettre en fait aux métiers juste d'avoir accès à leurs outils métiers, d'accord. Et aujourd'hui, c'est très difficile, voire impossible, et c'est pour ça qu'on regarde un petit peu ces solutions de 5G. Très bien. Et vous en êtes encore au déploiement, les usages, ils s'affineront un peu avec le temps. On est quand même pas mal avancé parce qu'on a donc effectivement on a plusieurs pilotes. Hein, on va en parler tout à l'heure, je pense, mais dans lesquels on va chercher plusieurs éléments. On travaille avec plusieurs partenaires technologiques pour justement se faire une idée réelle de ce qui peut se faire. Donc notamment avec Bicom qui est représenté. Collègue ici, vous avez vu, qui connaît un petit peu bien fait. Ça fait absolument. Avec Nokia, avec Firecell, enfin on a plusieurs partenaires pour faire des tests justement et se faire une idée réelle de ce qui existe en fait en termes de qualité, de capacité, de capacité aussi adaptative à nos besoins, parce qu'on a des sites qui sont petits, des sites qui sont complexes. Donc on a besoin de se faire une idée un petit peu de ce qu'on peut avoir dans les mains, sachant que nos objectifs à terme, c'est d'avoir des solutions vraiment clés en main, sur étagère, en fait, qui permettent d'être très facilement présenter en fait à nos équipes internes pour les encourager à aller vers ces technologies. Donc effectivement, on a des pilotes. Donc un qui est déjà quasi opérationnel. On a commencé à faire des tests avec Bicom justement la semaine dernière, ça fonctionne. Voilà. Un qui avec Nokia, qui dans les faits est complètement déployé, il n'est pas encore raccordé. Par contre, on a fait tous les tests de mobilité. Ça marche parfaitement, d'accord. Okay. Et ça correspond absolument aux attentes qu'on a en termes de qualité de service. Et donc on sait qu'on va très vite en fait être en capacité de les mettre en production. Et d'ailleurs, on a lancé un RFI là, en février pour commencer à identifier des soumissionnaires pour qu'on soit capable de déployer derrière vraiment en mode industriel dès 2024. Très bien. Enfin, Mathieu, ITR Bicom, un des 8 instituts de recherche technologique français. Votre empreinte, votre lien avec la 5G chez Bicom. Alors, notre lien avec la 5G, il existe depuis des années et des années. Hein. Ça fait des années que nos ingénieurs et chercheurs travaillent sur les technologies d'une manière générale cellulaire et de communication sans fil. Et étant moi-même un vétéran, on va dire, des télécoms... Il y a des médailles de vétérans de télécom qui ai parcouru les différentes générations de téléphonie mobile en partant de la 2G et même des systèmes analogiques avant la 2G. Et ayant des collègues aussi du même âge, on va dire, on a vu petit à petit, au fil des années, malgré tout, un abandon progressif du contrôle, de la maîtrise de ces technologies-là, de l'impact qu'on pouvait avoir en normalisation. Et à l'occasion, on va dire, d'un énième plan, énième PSE dans un grand équipementier télécom français, avec des gens et des expertises qui se retrouvaient finalement perdus et à rechercher des emplois différents. On s'est dit que c'était le bon moment justement pour faire valoir nos savoir-faire et peut-être accélérer sur le sujet de la 5G en particulier et réintégrer ces personnes-là, ces salariés, et développer nous-mêmes une solution de connectivité cellulaire. Oui, vous avez votre propre solution. Voilà, orientée sur les réseaux privés. Okay. Et ça, on a commencé cette aventure-là à partir de début 2021 et à partir de ce moment-là, on s'est lancé dans cette nouvelle aventure car c'est une nouvelle aventure. Très bien. On va peut-être passer à ces fameux objectifs. Alors, c'est un peu le jeu des 7 différences. L'idée, c'est peut-être de revenir sur les objectifs initiaux de la 5G quand on a commencé à parler de cette technologie et puis faire un petit peu le point sur là où elle en est aujourd'hui. Commençons peut-être par la fiabilité. Alors, vous n'êtes pas obligé de tout le temps tous répondre tous les 4. C'est vraiment en fonction de votre regard sur la question. Voilà. Déjà, peut-être la question de la fiabilité. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ces réseaux privés 5G sont fiables? Je ne sais pas, Hassen peut-être ou Mathieu pour commencer. Alors, de toute évidence, ils vont être fiables. Hein. Nous, notre problématique, c'est que quand on regarde vraiment des sites complexes à couvrir, les technologies qui existent aujourd'hui, en fait, il n'y a pas tellement le choix. Hein. Soit on fait du LAN plus Wi-Fi, soit on fait appel à des réseaux d'opérateurs publics, qui eux sont très fiables, évidemment. Mais qui ne sont pas idéaux dans toutes les situations. Déjà, on peut être en zone blanche, c'est ce qui a été dit ce matin. Nous, on travaille dans nos entrepôts en fait, qui sont des cages de Faraday. Donc, si on veut avoir accès à ces réseaux, il faut déployer des DAS. Il y a une problématique qui va avec, c'est que du coup, les abonnements qu'on va avoir avec ces réseaux
sont dépendants de la donnée, d'accord. Et donc, nous, ce qu'on voit, c'est qu'on va avoir un cas d'usage qui est varié, c'est en fait le jumeau numérique, qui va être très très consommateur en données, donc qui va faire exploser en fait les coûts d'accès à ces applicatifs. Et donc en fait, on sait qu'on ne peut pas générer une dépendance de ce type-là. Alors pour autant, les réseaux d'opérateurs sont très intéressants. Nous, on les voit en partie comme solution de résilience, de redondance en fait, pour nos propres réseaux privés, qui sont aujourd'hui en LAN plus Wi-Fi, d'accord, et qu'on veut justement transformer en quelque chose de beaucoup plus robuste, parce que c'est dit ce matin, c'est que le Wi-Fi n'a pas été conçu pour être robuste, c'était conçu pour être simple à mettre en œuvre, et donc il y a des soucis effectivement d'interférence, de manque de couverture, de perte de signal, etc. Et donc oui, évidemment, les réseaux 5G vont permettre cette sécurité. Mathieu, je vois que vous prenez le micro. J'ai 2-3 mots à dire sur la fiabilité. Alors, il y a deux sujets peut-être sur la fiabilité. Il y a le taux de disponibilité, on va dire, des réseaux. Est-ce qu'ils sont suffisants pour adresser les exigences et les usages industriels? Et puis, il y a la sûreté du réseau lui-même ou la cybersécurité. Et je dirais que sur la fiabilité, il y a des fonctionnalités qui sont spécifiées dans les normes 3GPP qui permettent d'avoir de la redondance sur les différents liens radio qu'on va mettre en œuvre, sur les différentes sessions de données qu'on va mettre en œuvre. Il y a évidemment un savoir-faire, une implémentation, un déploiement, de quelle manière on va faire notre déploiement, des processus de haute disponibilité qui sont mis en œuvre par des différents équipementiers. Chacun a sa solution. Donc c'est à la fois du standard, c'est à la fois de l'implémentation. Et je pense qu'aujourd'hui, les choses se mettent en place effectivement comme dit Hassen. Et puis il y a la partie sécurité, cybersécurité. On en a parlé beaucoup sur la 5G. Je dirais que finalement, un réseau 5G, c'est une enclave. C'est une enclave dans un système d'information plus global, plus général, qui est celui de l'entreprise. Et donc, il n'y a pas un sujet cybersécurité 5G en tant que tel. La cybersécurité est l'affaire de l'entreprise et du système d'information de l'entreprise en elle-même. Donc, l'entreprise se doit de mettre en œuvre un socle de sécurité et de l'appliquer également au réseau 5G. Cela dit, évidemment, en 5G, on a une amélioration de la sécurité des communications, sur le segment radio en tout cas, qui est intéressant et qui permet de lutter, typiquement, on en parlait hier soir, sur tout ce qui va être IMSI Catcher, protection de l'identité de l'abonné, détection d'un IMSI Catcher éventuel, protection contre des attaques de type man in the middle, etc. Il y a un certain nombre de fonctionnalités qui existent sur les réseaux 5G qui n'étaient pas présentes en 4G. Et donc, on va dire qu'on est quand même dans une voie de progression qui est intéressante. Très bien. Alors, entre la fiabilité et la sécurité, il n'y a qu'un pas que vous avez fait. On va continuer de faire ce pas peut-être avec Catherine et puis après Philippe sur ce point. Oui, c'est l'aspect sûreté, en fait, entre sûreté qu'on parle beaucoup pour les systèmes industriels, enfin l'industrie, et la cybersécurité. On pense souvent, effectivement, des attaques plutôt volontaires. Les brouillages sont un peu entre les deux, mais effectivement, il y a plus de fiabilité avec la 5G qu'avec le Wi-Fi. Le Wi-Fi n'est pas protégé contre, pas les brouillages, mais la saturation, puisque c'est une fréquence dite libre, donc gratuite. Effectivement, la 5G elle-même est protégée. D'ailleurs, comme elle est protégée, il faut nous connaître. Elle est protégée par nous. Donc voilà, vous avez cet avantage qu'il ne faut pas négliger. On peut avoir, de toute façon, un brouillage peut arriver. Hein. Je veux dire, voilà, le risque zéro n'existe pas. Brouillage du GPS aussi, auquel il faut penser. Ce qu'il faut, c'est effectivement dans les réseaux avoir les bons capteurs, les bons KPI qui permettent de s'en rendre compte. Pour éventuellement passer par de la redondance, enfin, tout ce qui peut être mis en place en résilience. Et dans la résilience, il ne faut pas oublier que pour qu'un brouillage s'arrête, c'est mieux qu'on puisse intervenir pour que vous ne restiez pas dans un mode parallèle ou dégradé ou autre. Donc, il ne faut pas hésiter. Mais simplement, dans les types de brouillage, on parlait pas mal des répéteurs, mais il y a tout ce qui est équipement en défaut, toute la CEM. Il y a aussi, dans la 5G, en fait, va y avoir les objets connectés, toute la connectivité, donc tous ces modems qui vont être mis dans tous ces objets. Donc, il y a aussi une grande importance à apporter à avoir des solutions qui sont bien CE, mais je pense que c'est le cas, et qui sont bien conformes pour éviter que ces appareils eux-mêmes se mettent à brouiller. On a eu pas mal de cas de brouillage par une voiture électrique connectée, par un modem une version du modem qui avait des problèmes. On a eu la même chose avec des stations de lavage en France, plusieurs stations de lavage. On a eu des problèmes aujourd'hui avec des équipements de chantier, je ne dirais pas la marque, mais dans plusieurs endroits où des modems se mettent en émission permanente. Donc il y a aussi une grande attention effectivement à tous les équipements qu'on peut mettre pour qu'on ne soit pas soi-même en train de mettre son réseau à plat. J'avoue que les stations de lavage, il fallait l'inventer quand même, il fallait le deviner. Oui, alors sur les IMSI Catchers, je voulais revenir dessus. C'est la nouvelle arme maintenant pour faire des SMS frauduleux. Ils sont passés à l'étape au-dessus. C'est vraiment très très néfaste. Ça peut vraiment prendre contrôle de votre réseau puisque ça se
qu'on porte comme une fausse station de base qui va faire se connecter tous les équipements, etc. Donc c'est effectivement, je pense que dans l'industrie qui est encore plus dépendante d'une continuité, même que les opérateurs mobiles, qui font très attention à tous les risques de brouillage, effectivement, il peut y avoir des choses de déployer tout à fait intéressantes. Très bien. Philippe, vous m'avez dit en préparant cette conférence, la 5G a été pensée pour être sûre. Alors, est-ce qu'elle est sûre quelques années plus tard? Bon, non, mais je voudrais revenir sur un point. Moi, je vois ça surtout comme le système nerveux de l'industrie 4.0, le système nerveux du process industriel. Et donc, par définition, pour qu'il y ait un système nerveux, il faut qu'il soit fiable et aussi qu'il a été effectivement, on est passé de 4 à 5 en pensant énormément à la partie industrielle. Et donc, c'est pour ça que, vous avez raison de reparler de fiabilité, mais on a la chance d'avoir cette fois-ci quelque chose qui est au niveau, en tout cas, de fiabilité d'un industriel classiquement. Je pense que ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'avec cette partie-là, on a aussi toute la capacité de mélanger, de mixer, d'optimiser les différentes technologies. C'est-à-dire qu'on a parlé capteurs, on a parlé de temps en temps d'IA, on a parlé de temps en temps de robots, mais imaginez un monde où vos robots, ils se déplacent et ils sont en fait connectés, vos machines se déplacent, elles sont connectées, les humains à l'intérieur, et puis on a un petit peu d'intelligence. Et là, on n'est pas en train de faire des scénarios de 2000, je sais pas combien. On a tous les ingrédients. Mais grâce à ce système nerveux, on peut commencer à les faire interagir, à les mélanger. Ce matin, on a parlé de possibilité de mettre des capteurs, des troupeaux de capteurs. C'est pas l'intérêt le capteur, oui, mais c'est le capteur qui donne l'information, qui la compare sur sa machine avec l'état dans lequel il devrait être, qui va voir au travers d'une application un peu d'intelligence artificielle ce qu'il aurait dû faire et qui reboucle en temps réel sur la machine. C'est ça l'intérêt de ce système nerveux, c'est ça l'intérêt de la 5G. C'est pas uniquement de pouvoir brancher plus de choses ou d'avoir plus de fonctionnalités, c'est aussi d'aller plus loin dans les utilisations. C'est le mieux et pas forcément le plus. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas oublier le mieux. Et un dernier exemple, on est en train, avec la 5G, de révolutionner le mode de production. Vous voyez toujours dans les usines les lignes de production. Si vous voulez, ce qui se passe en ce moment dans les usines BMW ou bien sûr Tesla, pour prendre l'exemple, mais en tout cas, moi, ce qui m'a intéressé, c'était de voir, par exemple, BMW, au départ, ils avaient mis dans leurs usines classiques de la 5G. Puis ils se sont aperçus que c'était idiot. Il fallait repenser totalement le process. Et aujourd'hui, l'usine, elle est complètement flexible, adaptive. Et ça, c'est uniquement parce qu'on a ce réseau 5G, on a ce système nerveux intelligent. Très bien. Le moment est venu de parler de l'incontournable sujet de l'impact environnemental, alors positif comme négatif. C'est très important ce sujet-là parce que. Alors vu que vous avez le micro, après on fera le tour de table. Je suis sûr que vous aurez encore plus, mais pourquoi c'est très important? Parce qu'on a déjà beaucoup parlé au lancement de la 5G. Oui, mais aujourd'hui, je considère que notamment l'industrie ne se fera pas sans ce paramètre-là. C'est-à-dire, c'est même pas la peine, c'est inclus, ça doit être inclus. Et on a un peu de chance, on va dire. Dans la 5G, dans la partie économie d'énergie, on est plutôt, en tout cas c'est ce que Nokia et Ericsson disent, dans moins 25%. On a aussi dans le système de fonctionnement du in-out, on n'est pas en temps total, donc on a au niveau de l'empreinte carbone, comme ça a déjà été dit, aussi un plus. Et puis un dernier point qui n'a pas été mentionné, il y a aussi la durabilité, la recyclabilité. Et on le voit par exemple sur les exercices d'Arcelor, on peut mieux tracer, on peut mieux réutiliser. Et ça, ce sont les 3 ingrédients qui nous font passer de l'industrie 4.0 à l'industrie 5.0. L'industrie 5.0, c'est celle qui inclut, en plus de tout ce que vous avez en tête dans la partie interaction, intelligence, automatisme et autres, il y a la partie environnementale. Et elle est forcément partie prenante quand on parle de l'industrie. Bon, alors, est-ce qu'on a un argumentaire convaincant et étayé sur l'impact environnemental? On peut dire deux mots. Alors, quand on parle d'impact environnemental, c'est toujours intéressant de donner des chiffres, parce que malgré tout, ça permet de savoir de quoi on parle.
Et étant vétéran d'ailleurs des différentes générations de téléphonie mobile, effectivement, l'efficacité énergétique des systèmes a quand même évolué de manière assez forte entre les différentes générations. On peut dire par exemple que sur les systèmes 2G, transférer 1 gigaoctet de données, ça représentait à peu près 30 kWh en termes d'énergie. Aujourd'hui, en 5G, ça représente 0,6 kWh. Donc, en termes d'efficacité énergétique, on a un facteur 500. Oui, mais on envoie plus de données. Alors, je parle, effectivement, c'est là mon point, c'est qu'effectivement, on questionne la technologie alors qu'il faudrait questionner l'usage, en fait. Oui. Et l'usage, c'est vraiment ça qui va déterminer l'empreinte environnementale qu'on va avoir. Et si on cite un exemple aussi en termes d'usage, finalement, si on regarde l'usage global du numérique, en termes de communication, les terminaux représentent 71% de l'empreinte environnementale. Et les terminaux, c'est pas tellement sur l'utilisation du terminal en lui-même, mais sur la fabrication du terminal. Son cycle de vie. Son cycle de vie, la fabrication, l'empreinte carbone qu'on peut avoir, l'usage des terres rares, enfin des métaux, etc. Et 71%, c'est quand même assez fort. Et si on passait, si au lieu de changer nos terminaux tous les 2 ans, on les changeait tous les 4 ans, ça passerait à 50%. Donc chacun aussi a sa part de responsabilité en termes d'usage sur effectivement l'impact que ça peut avoir sur l'écologie. Ce n'est pas la technologie elle-même qui va le déterminer. Hassan, je vous vois acquiescer. Oui. Est-ce que vous avez déjà 100% d'accord, mais je vais une stratégie ou un regard sur ces questions à la SNCF? Je vais aller un petit peu là en disant qu'effectivement, c'est pas que la technologie qui est en cause. En fait, il faut voir surtout de quelle façon on la déploie cette technologie. Et en fait, l'idée de la 5G, alors ça a été dit très rapidement aussi ce matin, mais par exemple sur le Technicentre industriel de Rennes, en fait, on passe en fait d'une 30aine d'antennes Wi-Fi qui couvrent à peu près la moitié du site à 7 antennes qui couvrent la totalité du site. Alors, ça veut dire quoi déjà? Ça veut dire, on va se sur à peu près de 10 fois moins de points d'accès. D'accord? Donc 10 fois moins de points d'accès, ça veut dire 10 fois moins de coûts d'ingénierie civile, 10 fois moins de travaux, 10 fois moins de fibres, de câbles, etc. qu'on déploie, moins d'équipements en réseau de façon générale, et à la fin, 10 fois moins d'antennes. Alors déjà, juste en fait, sur les coûts de déploiement en tant que tel, on a un impact énorme en fait quand on passe sur ce type de technologie. Et après, ça se retrouve aussi sur l'opération. Si on a 10 fois moins de points d'accès à entretenir, il y a beaucoup moins de maintenance, il y a beaucoup moins de réparation, il y a beaucoup moins de tout, en fait. Donc, intrinsèquement, ces technologies, en tout cas dédiées à l'industrie, elles ont un impact environnemental positif du fait qu'elles se substituent à des technologies qui sont beaucoup moins efficaces sous cet angle-là. Voilà, ça c'est vraiment le point essentiel. Très bien. Catherine Philippe, sur ce sujet, ou alors sur celui de la santé publique, qui est un petit peu lié à l'impact environnemental d'ailleurs. Alors oui, la question de la santé publique qui a été évoquée aussi ce matin, et la NFR a été citée parce qu'effectivement la NFR veille au respect des valeurs limites réglementaires. Donc les valeurs limites réglementaires sont des valeurs sanitaires qui sont elles-mêmes déjà réduites pour de la sécurité renforcée. Une campagne de mesures a déjà été menée, une grosse campagne de mesures, je crois qu'elle a été publiée hier, 2020-2021, avant et après installation d'antennes relais 5G, 4 mois après, 8 mois après. Une augmentation relativement faible, vraiment faible, un peu plus forte bien sûr au bout de 8 mois parce qu'il y a plus d'utilisation, mais qui reste vraiment très limitée de l'exposition du public ambiante. C'est l'exposition du public aux antennes relais, sachant que tout un chacun peut faire mesurer gratuitement par un laboratoire accrédité grâce au fonds de mesure, géré par la NFR, chez soi l'exposition, ce qui donne généralement une explication tout à fait détaillée et qui rassure et qui est utile aussi pour tous les lieux ouverts au public. C'est pareil, c'est gratuit. Donc on fait des campagnes de mesure, on fait aussi dans notre rôle de respect des valeurs limites réglementaires et dans notre rôle de surveillance du marché des équipements radio, des contrôles des téléphones et des terminaux, dans le contrôle de DAS, un nombre de terminaux important chaque année. L'année dernière, je crois que c'est l'année dernière ou l'année d'avant, enfin en tout cas, on n'avait pas de téléphone 5G avec des problématiques de non-conformité. On a eu très peu de téléphones non conformes, par exemple sur le DAS membre ou sur le DAS corps, mais le DAS tête était toujours correct. Et les industriels, dans ces cas-là, font des releases volontairement et on publie effectivement dans ces cas-là toutes ces informations. On est extrêmement vigilant. On est peut-être le pays qui fait le plus de contrôles de téléphones mobiles sur le marché chaque année, donc pour bien vérifier que les réglementations qui sont très protectrices sont appliquées. Donc voilà, je pense qu'on peut être rassuré. Et l'ANSES, par contre, gère le côté sanitaire et son rapport dont on a parlé ce matin est rassurant. Très bien. Un mot peut-être sur ce sujet. Ce sujet-là, vous voyez, quand on a parlé tout à l'heure de 12 à 18 mois, c'est incontournable. Surtout, ne faites pas l'impasse.
que ce soit réglementairement ou pas réglementairement, il faut emmener les gens avec vous. La 5G n'est toujours pas quelque chose d'admis. Oui, c'est de plus en plus. Oui, vous publiez. Oui, il y a des livres blancs. Mais dans toutes les entreprises où ça démarre, il y a toujours une levée de bouclier. Et à la limite, ça fait partie du sujet. Dans le rapport que nous avons commis, ça faisait partie de la 6e recommandation d'un plan d'action. Et vraiment, si vous voulez, ne faites jamais l'impasse sur ce sujet-là. Ce sujet de la santé, il fait peut-être le lien avec la dernière partie, donc sur le futur. Juste peut-être, à vous écouter, on se demande finalement qu'est-ce qui manque pour que cette technologie se consolide et se déploie encore plus vite. Alors, si on devait lister quelques points, est-ce que vous avez quelques éléments de réponse là-dessus? Je ne sais pas, Mathieu ou Hassen, qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que cette 5G, elle se déploie fortement, rapidement? On entend le cœur de réseau déjà. Il faut des solutions, évidemment. Non, je dirais qu'il faut des fréquences, évidemment, on en a parlé aussi largement jusqu'à présent. Typiquement en France, on a effectivement cette bande 38 qui est disponible aujourd'hui et il y a eu un effort intéressant et conséquent sur les conditions d'accès au spectre. Il y a la bande 77 qui aujourd'hui est ouverte aux expérimentations et je pense qu'il sera intéressant et important de donner des perspectives en termes d'exploitation commerciale de cette bande-là aux entreprises qui voudront se positionner sur la 5G. Ça permettra de lever, en tout cas, faire une levée de doute sur le sujet. Et puis, je pense qu'il faut comprendre aussi la différence intrinsèque entre un réseau public et un réseau privé. Un réseau public, c'est quelques réseaux publics dans le monde, on va dire quelques centaines, qui adressent des volumes d'abonnés énormes, des millions d'abonnés, avec des solutions qui sont packagées, qui sont construites pour ça et qui sont disponibles sur étagère, alors que des réseaux privés, on est sur une multitude de petits réseaux privés adressant dans des environnements complètement hétérogènes, complètement différents, customisés, adaptés aux différents métiers. Oui. Et donc on est vraiment sur une problématique intrinsèquement différente là. Et donc il nous faut des solutions qui sont intégrables dans les systèmes d'information des entreprises, qui sont exploitables à coût modéré et qui permettent justement d'avoir ce ROI dont on a parlé largement ce matin. Ces solutions-là encore, on a encore des progrès à faire pour les mettre à disposition et pour faciliter l'accès finalement à la technologie elle-même. Même question pour Hassen. Qu'est-ce qui manque à la 5G aujourd'hui? En fait, pareil, je vais rebondir. En fait, le sujet, c'est qu'on doit justement avoir des solutions sur étagère. En fait, le fait que le Wi-Fi ait eu autant de succès, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il ne se pose même pas la question en fait du Wi-Fi quand on veut déployer quelque chose dans une entreprise. C'est quelque chose qui est admis. En fait, on l'a tous chez soi. Quand on arrive dans son premier métier, on a du Wi-Fi au bureau. Donc, en fait, quand on veut déployer un système d'information, on utilise du Wi-Fi. Mais c'est presque psychologique. C'est psychologique. Ouais. Et en fait, le fait est que la 5G, c'est quand même très très récent. C'est juin 2019, les fréquences ont été permises. Donc, en fait, ça fait finalement 4 ans uniquement que les personnes en fait en charge de ce type de solution d'entreprise peuvent se poser des questions. Donc évidemment, il y a un manque de maturité et l'écosystème est en train de se construire. Mais tant qu'on n'aura pas en fait des solutions vraiment clés en main qu'on peut déployer vraiment de l'étagère à son entreprise, en fait, on sera un petit peu en souffrance. Pour moi, c'est vraiment ça le sujet, c'est de la standardisation vraiment jusqu'au bout. Et je finis avant de laisser là. Parce que Philippe est très impatient de compléter. En fait, il y a un gros effort qui a été fait sur les fréquences, notamment grâce à Philippe, on remercie à tous. Sur d'une part, effectivement, le coût d'accès, mais surtout cette bande, en fait, la bande 77, donc qui est 3.8.4.1, l'intérêt qu'elle a, c'est qu'elle est standard. En fait, tous les terminaux du monde aujourd'hui, en fait, sont capables de l'utiliser. Et en fait, ce qui pêche jusqu'à présent, c'est que la bande 38, donc 2,6 GHz, qui est une bande hyper intéressante pour l'industrie, elle est pénétrante, elle va loin, elle est vraiment super. Par contre, elle souffre du manque de terminaux et en fait, elle n'adresse pas assez les équipementiers. Donc, en fait, cette bande 77, c'est pour ça qu'on est très optimiste sur le fait qu'elle soit vraiment attribuée à la fin. Elle permettra juste d'avoir en fait une solution hyper standard qui va vraiment permettre d'accélérer en fait le déploiement de ces réseaux. Très bien. Oui, je voulais rebondir sur le fait qu'il y a une très 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 grosse opportunité pour les gens qui veulent créer des sociétés, qui veulent créer des produits justement de simplification. Et je reboucle avec la souveraineté. On voit déjà poindre nos amis les GAFAM avec des solutions un peu simples, pour ne pas dire simplistes, parce que je suis provocateur dans le cas, mais simplement, je ne vois pas pourquoi nous ne serions pas capables d'en faire aussi ici. Alors, peut-être sur des sujets particuliers, parce que tu as raison, vous avez raison, c'est un peu complexe et c'est très varié, mais il faut y aller, parce que si nous n'y allons pas, on va avoir des solutions qui vont venir de l'extérieur. Donc allons-y, il y a une opportunité et on les aidera, qui viennent nous voir à la DGE. Parfait. Catherine, sur ce point d'étape un peu de ce qui manquerait peut-être à la 5G pour aller
la 5G privée. Je ne sais pas si ça manque, mais je pense qu'il y a un facteur clé. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment, on parle là de plus en plus de convergence entre technologies de communication et systèmes d'information. Avant, on parlait de TIC, ce qu'on a dit ce matin. C'est vrai que maintenant, on ne parle plus que de IT. Et où est devenu le C? Et en fait, on revient à la convergence parce que le cloud, etc., enfin, ce qu'on disait ce matin. Et c'est peut-être d'avoir des équipes, justement, qui arrivent à reconverger entre le responsable télécom, fréquence, et le responsable informatique. Ces métiers-là, aujourd'hui, c'est deux mondes. C'est comme la cyber, le sujet brouillage n'est pas toujours intégré chez les RSSI. Or, voilà, la frontière n'est pas évidente. C'est comme dans le sens inverse, la guerre élec et la cyberdéfense. Avant, c'était séparé et maintenant, ça y est, c'est bien intégré. Donc, c'est la même chose. Et je pense, côté positif, plutôt dans le développement, qu'il faut effectivement remettre le C à côté du TI. Voilà. Vous écoutez, on a l'impression que ce n'est pas uniquement des sujets technologiques, mais aussi presque de mentalité, d'état d'esprit finalement, sur différents points. C'est intéressant. Il nous reste une dizaine de minutes pour traiter du futur, de l'avenir. D'abord peut-être sur ces réseaux privés 5G. À quelle vitesse vous les voyez se déployer? Si on se retrouve dans 2-3 éditions de ces rencontres 5G, est-ce que les choses auront beaucoup avancé? Quelles sont un peu vos prédictions à tous les quatre? Moi, je ne vais pas vous donner des prédictions, je laisse ça aux autres participants, mais en tout cas, ma mission, c'est d'essayer d'en avoir le plus possible. Et dans la deuxième partie de la mission, c'est d'essayer de diffuser, percoler. Moi, j'ai dit lors de la remise du rapport que une estimation pour la maturité, c'était fin 2024, 2025, et je confirme. Peut-être que même ça sera fin 2024. Donc, vous voyez, par rapport aux 12-18 mois, le temps nous est compté. Mais comme je suis aussi partie prenante de France 2030, si vous voulez, on est en train aussi de préparer la suite. Mais je veux toujours éviter à chaque fois de faire la fuite en avant. Ouais. Utilisons déjà la 5G aujourd'hui en réseau privé parce que, comme on l'a vu, ça implique un saut générationnel important. Oui, on prépare la suite. Oui, il y aura d'autres choses d'un point de vue sécurité, d'un point de vue performance et autres, mais n'entamons pas trop la course en avant, si possible. Réussissons déjà cette 5G privée et on verra par la suite. Sur ce déploiement, peut-être Catherine, également votre vision des choses, votre prédiction. Non, j'ai pas de prédiction. Ce que je peux dire, c'est que nous, à la NFR, on va être là pour accompagner. On accompagne ce mouvement en protégeant, en apportant des réponses aux questions sur l'expression du public, et on accompagne parce qu'on va au niveau international, au nom de la France, défendre des bandes de fréquences complémentaires, consolider des bandes de fréquences à chaque fois complémentaires pour ces services, à la fois publics, industriels. Après, le choix sera fait, mais plus il y a de bandes de fréquences qui vont se libérer, et à chaque CMR, conférence internationale, à l'UIT, il y a des besoins complémentaires pour ces types d'usages qui sont déployés. Bien sûr, il y a des bagarres avec d'autres usages qui veulent d'autres fréquences. Le spectre est très très rempli. Donc, mais effectivement, ça va consolider. C'est des choses effectivement qui font que ça va toujours aller, à mon avis, positiver, aller de l'avant. Voilà. Hassen, peut-être parlons de la SNCF. Je ne sais pas, les prochains usages, les prochaines fonctionnalités que vous pourriez être amené à déployer, elles sont pour 2024, 2025 À partir de, oui, c'est ça. Alors nous, effectivement, déjà, donc, comme on l'a dit, on a des pilotes qui sont en phase de finalisation. L'objectif, c'est qu'ils soient vraiment transformés en mode industriel en 2024 et au plus tard 2025, on aura un plan de déploiement massif. Ça, c'est vraiment l'idée. Après, effectivement, il y a plusieurs évolutions que nous, on voit venir et qui sont importantes. Je vais en citer 3, en fait, dans l'évolution des normes 5G. Qui ont été en partie cités ce matin. Il y a l'IAB, donc Integrated Automated Backhaul, qui permet de faire en fait des réseaux maillés en pont hertzien. Là, on ne peut pas déployer de fibres. Donc, typiquement en technicentre industriel ou de maintenance, vous avez des voies ferrées, des bâtiments disjoints, impossible de faire de la fibre par-ci par-là. Donc ça, c'est vraiment une évolution essentielle. Et là, pour le coup, la bande 26 GHz va être essentielle pour faire justement ce type de réseau. Alors j'en profite, cette bande est aussi intéressante pour les brouillages parce que dans une cage de Faraday, brouiller de la 26 GHz, c'est impossible. Donc d'un point de vue cyber, c'est une bande qui est hyper importante pour les entreprises, vraiment. C'est central que les entreprises en aient un peu. Donc il y a l'IAB, il y a le RedCap, donc Reduction Capacity, qui permettra de faire des réseaux d'IoT sur un réseau vraiment intégratif. L'idée, c'est qu'on a un socle de connectivité qui fasse tout à terme. Et puis il y a la géolocalisation précise. Donc ça, c'est ce qu'on a testé sur notre pilote de Bischheim, donc en Alsace.
Et notre cible, nous, c'est 0,5 mètres de précision. Alors pourquoi 0,5 mètres? Parce qu'en fait, ça permet de positionner un train sur une voie plutôt qu'une autre, un terminal entre deux voies, et donc de faire vraiment de la supervision fine et de l'analyse de contexte de risque local sur en fait, des équipements lourds qu'on va déplacer. Voilà. En préparant cette conférence, vous avez donné une phrase, je l'ai notée, qui correspond peut-être au premier point. Vous avez dit il ne faut pas utiliser la 5G comme une lubie, mais une alternative à quelque chose qui n'existe pas. C'est un peu votre philosophie. Oui, c'est exactement ça. Alors en fait, moi, peut-être que ça se voit pas comme ça. Je suis pas du tout technophile. Voilà. Par contre, j'aime bien effectivement utiliser la technologie quand on en a vraiment besoin. Et en fait, la 5G, on n'essaye surtout pas de la pousser de façon générale, mais en fait, on l'amène là où on sait qu'il n'y a pas d'autre alternative. Et typiquement, quand on parle de géolocalisation précise, aujourd'hui, c'est pareil, il n'y a pas d'alternative fine en fait. Des choses ont été essayées, avec souvent en fait des rejets énormes en fait d'un point de vue acceptabilité. Donc je ne vais pas en parler, mais ça peut être un sujet avec vous si vous voulez un jour. La géoloc précise, c'est super important. En fait, c'est pas si facile que ça à faire. Un réseau privé 5G, on sait qu'on peut en faire de façon très précise. Donc quand on a vraiment besoin d'un métier fort, quand on sait qu'en fait l'industrie devra s'appuyer sur des jumeaux numériques qui devront donc intégrer tous ces éléments de connectivité, en fait là la 5G est intéressante. Le reste du temps, on va pas la favoriser, on va pousser plutôt des solutions absolument différentes et plus simples. Voilà. Mathieu, sur le déploiement, la vitesse d'accélération de cette technologie. Oui, alors chez Bicom, on est très pragmatique. C'est plutôt une qualité. J'espère une qualité en tout cas. Et effectivement, sans se projeter sur des nouveaux usages, des nouvelles fonctionnalités, on pense déjà qu'il y a énormément de choses à faire sur des fonctionnalités, ne serait-ce que des fonctionnalités de base. On parle de connectivité, avoir de la connectivité, de la couverture, c'est déjà une killer application. Et déjà être capable de réussir ce genre de choses en conditions de sécurité, avec de la qualité de service, tout simplement, en simplifiant au maximum l'acte, ne serait-ce que tout le parcours d'achat, acheter la solution, la déployer, la maintenir en état opérationnel, et juste déployer des cas d'usage qui sont simples et pragmatiques, déjà pour nous c'est un challenge, et on s'attelle très fortement à servir ce genre de choses. Et certainement, alors c'est vrai que cette année, l'année 2023 est plutôt dédiée aux expérimentations, et si on sait faire ça, 2024 sera certainement l'année des premiers déploiements commerciaux. Très bien. On va peut-être avoir quelques minutes pour quelques questions. Est-ce que dans la salle, il y a des questions ou des réactions pour nos invités? Sinon, j'en ai d'autres, rassurez-vous. Pas de questions? Bon, peut-être un mot quand même, on l'a évoqué largement aussi ce matin, mais sur ce duel entre 5G et Wi-Fi, le Wi-Fi 6 notamment. Est-ce qu'il est arbitré? Est-ce qu'on commence à savoir quels usages pour quelle techno, ou est-ce que c'est encore un peu tôt? Mathieu. Alors, peut-être. je peux dire quelques mots sur le Wi-Fi 6, qui effectivement représente un progrès par rapport au Wi-Fi 5. Il y a des fonctionnalités qui ont été ajoutées qui permettent d'augmenter la capacité, d'avoir plus d'usagers, limiter le niveau d'interférence, etc. Et qui met en œuvre un certain nombre d'éléments techniques. Je ne m'étendrai pas dessus, là aujourd'hui c'est pas le lieu, mais qui sont déjà maîtrisés dans les réseaux cellulaires depuis quelques années, qui sont déjà déployés dans le cadre de la 4G. Et je dirais que finalement, la partie cellulaire a encore, on va dire, une génération d'avance par rapport au Wi-Fi, mais ne sert pas les mêmes choses. C'est-à-dire qu'on saura toujours mieux faire de la mobilité dans un réseau cellulaire, mieux traiter la sécurité, mieux traiter la qualité de service, quoi qu'il arrive, parce que le réseau cellulaire est construit autour de ces concepts-là. Il a été conçu pour ça, ce qui n'est pas le cas du Wi-Fi. Donc ça veut dire qu'effectivement, alors ces choses-là viennent au prix d'une certaine complexité, dont on a déjà parlé. Donc il faut juste déployer le bon réseau ou la bonne connectivité pour le bon cas d'usage. Après, je terminerai par rapport à ça en disant qu'un cœur de réseau 5G, par contre, a aussi une capacité intéressante qui est de pouvoir connecter différents réseaux d'accès, que ce soit un réseau d'accès radio-cellulaire, que ce soit un réseau d'accès Wi-Fi, et peut servir finalement de fédérateur par rapport à différentes technologies radio qui viendront servir différents cas d'usage. Oui, donc c'est pas si isolé que ça peut se recroiser aussi. Il y a des passerelles. Très bien. Philippe, vous vouliez peut-être ajouter un mot sur... Non, c'était un peu ça. Il faut effectivement bien camper sur les plus, les moins, mais in fine, et c'est ce qu'on avait déjà vu lors de la mission, le réseau, le système nerveux, il doit pouvoir également inclure les Wi-Fi ou la 1G. Enfin, c'est justement, je pense aussi, l'avantage d'avoir un système nerveux, d'avoir quelque chose qui soit, comme c'est indiqué, très fort, très structuré et dont l'architecture permet d'intégrer d'autres technologies. C'est ça la force majeure sur le moyen, sur le long terme de cette technologie. Catherine ? Par rapport effectivement à ce rôle fédérateur et cette possibilité de passer d'une technologie à une autre ou des fréquences à une autre, ça répond
Alors le premier enjeu, c'est d'avoir la détection de signaux qui diraient il y a brouillage sur telle fréquence. Et effectivement, cette intelligence permet une résilience après. Donc, de même que pour les horloges utilisant le GPS, c'est effectivement de pouvoir avoir l'information qu'il y a un brouillage. Bon, il faut qu'il dure un certain temps, mais après, il y a différentes technologies, mais de pouvoir passer éventuellement à une horloge alternative qui, j'imagine, dans l'industrie, sera mise en place, puisque quand même plus simple que dans les réseaux d'opérateurs qui sont dans toute la France, qui eux-mêmes, d'ailleurs, déploient aussi de la résilience. Il nous reste 2 minutes, si j'en crois le planning du colloque qui est derrière moi, avant le discours de clôture. Juste un mot, on entend déjà parler d'une 6G. Est-ce que je sais que cet événement s'appelle The 5GD, mais est-ce qu'on peut déjà commencer à deviner ce qui va se cacher derrière cette 6G dont je crois parlent quand même certains équipementiers? Qui veut se lancer? On peut dire quelques mots sur la 6G. Alors, il faut quand même noter que la 5G n'est pas une technologie figée. C'est-à-dire que, au fur et à mesure, la 5G évolue, au fur et à mesure des releases. Donc, on est dans un processus assez lent et itératif qui fait que la 5G s'améliore petit à petit. Et alors, le processus de lancement d'une nouvelle génération de téléphonie mobile, il est quand même assez complexe. Il part déjà de l'ITU, qui est finalement une extension de l'ONU, qui va établir certains concepts, certains cas d'usage, certains besoins. On va avoir de la pré-standardisation à l'ETSI, qui va explorer certains concepts techniques. Et puis ensuite, il va falloir rendre les choses un petit peu concrètes et puis surtout les rendre interopérables. Donc il va falloir préciser, spécifier des normes. Ça sera fait par le 3GPP. Donc là, tout ça, c'est un processus qui est déjà lancé évidemment pour la 6G. Et certains concepts qui sont avancés aujourd'hui et qui sont explorés par l'ETSI commencent déjà à apparaître en normalisation, en 5G, sur la 5G Advance, etc. Okay. Donc on est déjà engagé sur ces choses-là. Alors on peut en citer quelques-uns, mais on est quand même en train de défricher là quelque chose qui est probable, mais dont personne n'a vraiment la certitude, effectivement. Catherine Hassen, vous partagez ça? Oui, je partage tout à fait. C'est un processus qui démarre à la fois au niveau normatif et au niveau technologique et réglementaire. Donc ces discussions débutent aussi au plan européen. La NFR est impliquée. Je ne suis pas l'experte. Moi non plus, je vous rassure, mais c'était intéressant. Hassen, pareil, très rapidement. Alors, nous, pour le coup, on participe à un projet expérimental 6G depuis assez longtemps. Après, par contre, pour moi, ce sont des sujets qui doivent plutôt rester en fait dans les labos. Les gens ont montré, en fait, quand on a lancé la 5G, qu'ils n'étaient pas intéressés par des technologies qui étaient bien trop performantes par rapport à leurs besoins. Donc je pense qu'en fait aujourd'hui parler de 6G c'est juste anxiogène et totalement inutile. Donc à mon avis c'est inefficace. Pour le moment. Voilà. Et donc là, quand j'ai dit que j'étais pas technophile, là, je donne un exemple. En fait pour moi pousser la 6G aujourd'hui est plutôt contre-productif. Ok, très bien. Philippe, vous aviez eu le mot un peu d'ouverture de nos débats. Je vous laisse peut-être la responsabilité du mot de clôture. Merci. Je répète, pour moi la 6G c'est France 2030. C'est pas tout à fait aujourd'hui. Alors. Premièrement, merci d'être venus et aussi nombreux. Et puis on sent ça vibre. Il y a des questions, pas forcément dans l'audience sur les panels, mais en tout cas à l'extérieur. Donc on sent que ça bouge. Maintenant, on a parlé énormément de cas d'usage et de ROI. C'est normal. Néanmoins, je voudrais quand même vous donner une perspective long terme. Tous les gens qui sont rentrés dans ce processus se sont aperçus que au-delà des premiers cas d'usage, ils en trouvent des dizaines. Si on en croit par exemple ASN, dont on a parlé plusieurs fois, ils ont démarré en septembre. Ils sont aujourd'hui avec une vingtaine de cas d'usage qui, quasiment chacun, peuvent justifier l'investissement. Et tous les mois, il en remonte 2 ou 3. Donc dans le pipeline, il y en a encore 30 de plus. Donc si vous voulez, oui, c'est un sujet, le cas d'usage, aujourd'hui pour vous. Mais sachez que demain ou après-demain, vous allez au-delà de ça et c'est pas le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est inventer, révolutionner votre nouveau process. Parfait. Eh bien, nous terminerons nos discussions sur cette perspective de long terme. Merci à tous les 4 pour votre implication dans cette conférence et dans sa préparation. Et merci à tous de nous avoir écoutés. Et merci à Ariel à qui je rends la parole.